Qu'est-ce qui limite aujourd'hui, selon vous, le changement et l'adoption d'alternatives en fait, à ce que vous avez évoqué ce soir au sein du collectif en fait il y a on va dire une minorité de gens qui ont conscience de certaines choses. Pourquoi est-ce que le groupe, de manière majoritaire, n'adopte pas et ne prend pas conscience de ces choses-là? Quel est le facteur limitant selon vous? Merci. S'il y a d'autres questions, d'autres remarques, objections, hein. Sinon je réagis à la question qui vient d'être posée. Je crois que c'est une série de choses. Déjà, je suis convaincu que la gauche, les gauches, au XXe siècle, se sont trop économisées. Et ceci au double sens du terme. C'est-à-dire que déjà, il y a cette dictature de l'économisme dans la pensée de gauche comme dans la pensée de droite. L'économisme, c'est tout simple, hein, c'est plus égale mieux. On peut prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, au sein du Conseil scientifique d'attaque, combien d'économistes et combien de poètes? Alors qu'on sait quelle a été la place des poètes, notamment dans la résistance. Donc notre pensée s'est économisée. Mais la gauche s'est aussi économisée en cessant de multiplier les alternatives. C'est-à-dire qu'on a volontairement cassé toutes les expérimentations. On a cassé ce qu'on appelait le syndicalisme à base multiple. La section syndicale, mais aussi le club de sport non compétitif, le club d'espéranto, l'orchestre, etc. On a cassé le mouvement coopératif, on l'a cassé volontairement. On a cassé le socialisme municipal. Et si on a fait ça, c'est parce qu'on était convaincus que tous ces combats nous détournaient de la grande question fondamentale, qui était la question de la conquête du pouvoir central. Eh bien, on s'est trompé. On s'est trompé, et moi je rêve aujourd'hui d'une gauche qui redeviendrait maquisarde, qui serait buissonnière, mais je dirais qui ferait école, qui donnerait envie. Et de ce point de vue-là, je suis très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui se cherchent à l'échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation. Les Indiens d'Amérique en langue quechua parlent du sumak kafse, la recherche d'une vie équilibrée. En Amérique du Sud, on parle du buen vivir, du bien vivre, du bon vivre, qui a même été inscrit dans la constitution de Bolivie et de l'Équateur. En Inde, des dizaines de milliers de villages arborent comme emblème un escargot, symbole du ralentissement, et se disent favorables à une vie pleine. En Grèce, on a réveillé le souvenir d'un vieux mot, l'eudémonia, la vie bonne. En France, nous sommes un certain nombre, pas très loin d'ici d'ailleurs, au plateau des Glières, à nous souvenir que le programme du Conseil national de la résistance s'appelait les jours heureux. Jours heureux, vie pleine, vie bonne. Je crois que c'est autant de façons de dire qu'il faut passer des passions tristes aux passions joyeuses. Et moi, si j'aime beaucoup, c'est une parenthèse, mais les conférences gesticulées, c'est aussi parce que cela réintroduit, j'allais dire, de la passion, de la joie dans les formes de militantisme. Je disais donc les passions joyeuses. Je suis convaincu qu'il faut en finir avec la foi dans les lendemains qui chantent pour commencer à chanter au présent. C'est-à-dire que le jour où nous serons capables de multiplier les alternatives, le jour où nous serons capables, j'allais dire, de faire sécession avec ce mode de vie dominant, nous pourrons effectivement combattre efficacement la sportivation de la vie. Pour dire les choses un peu vite, nous avons choisi, je vais utiliser un vieux jargon, nous avons choisi de ne pas mener la lutte des classes dans le domaine des modes de vie au XXe siècle. Et nous avons espéré pouvoir généraliser le mode de vie petit bourgeois. Eh bien, ça a échoué. Donc, ce qu'il faut, c'est renouer avec d'autres pratiques, inventer d'autres pratiques. Prenez la question du jeu. Je dirais, tous les travaux des sociologues montrent que, contrairement à ce que l'on croit, on a beaucoup plus joué dans le passé qu'on joue aujourd'hui. Les milieux populaires ont toujours beaucoup plus joué que les classes possédantes. Et globalement, je dirais le 19e, le 20e siècle, ont été des siècles d'assagissement. Une des façons de refouler cette portivation de nos existences, eh bien, c'est de redécouvrir le jeu. Mais je dirais le jeu là où on ne l'attend pas. Le jeu dans le travail,
le jeu dans nos engagements militants. Et après, il y a la question qui avait été évoquée tout à l'heure dans la conférence gesticulée. Est-ce que le sport est un jeu? Peut-il être un jeu en restant un sport, au sens où on l'a défini? Ou dans ce cas-là, est-ce qu'il ne s'agit pas de parler d'autre chose, c'est-à-dire d'activité physique ou autre? Pour rebondir sur ce qu'Anthony vient de dire, il reste une culture populaire, mais en même temps, je crois qu'il faut prendre conscience que le système la rend invisible. C'est-à-dire de la même façon que le système rend invisible les milieux populaires, il rend invisible toutes les alternatives. Et en même temps, il y a une crise dans un certain nombre d'institutions de culture populaire. Regardez les comités d'entreprise. Les comités d'entreprise, jusque dans les années 80, il y avait une vraie production culturelle autonome. Aujourd'hui, les comités d'entreprise sont souvent des sous-traitants de l'AFTAC. C'est-à-dire on fait la même chose. Dans le domaine du tourisme social, il y a beaucoup de comités d'entreprise qui aujourd'hui fonctionnent sur le même mode que les marchands de voyage. Toujours plus loin pour toujours moins cher. Eh bien, il faut réinventer un tourisme social. Mais ça vient. Il y a une association qui s'appelle Accueil Paysan, qui s'est développée depuis une dizaine d'années pour proposer des alternatives et qui a passé des contrats avec de très gros comités d'entreprise comme celui d'EDF. Donc, à la fois, le système rend invisible les cultures populaires. Rimbaud disait qu'il fallait redevenir des voyants. Bien, je crois que c'est aussi aujourd'hui un grand enjeu. Rendre visible l'invisible. Être capable de saisir tout ce qui résiste, tout ce qui subsiste, tout ce que l'on peut faire naître. Et puis, effectivement, le sport, c'est un des récits de la condition humaine. Ça, c'est évident. Et je crois que la grande question que le sport traite, mais comme d'autres activités, c'est qu'est-ce qui nous survit? C'est donc bien la question, effectivement, de notre finitude, de la mort. Si nous avons la conviction que rien de fondamental nous survit, eh bien, il faut absolument être capable de se dépasser, de vivre soi-même dans le même état le plus longtemps possible. D'où le refus du vieillissement, le refus de la mort, le refus de ses propres faiblesses. Si, au contraire, nous sommes convaincus que ce qui est premier, ce n'est pas l'individu ni le groupe, mais la liaison sociale, le lien, la fabrique de l'humain. Dans ce cas-là, la question de l'illimitisme, la question du dépassement, perd largement de son importance. Et je dirais que c'est la raison pour laquelle, pour moi, le grand combat aujourd'hui, sur le plan anthropologique, c'est de défendre et d'étendre la sphère de la gratuité. C'est autour de la gratuité que nous pouvons reconstruire un projet de société. Il y a une traduction, je dirais, politique, qui peut être la gratuité des services publics, gratuité de l'eau vitale, gratuité des transports en commun urbains, gratuité de la restauration scolaire, des services funéraires. Tout ça, ça existe, même si on en parle peu. Mais il y a une autre gratuité aussi. C'est la gratuité dans la relation à l'autre. Et cette gratuité dans la relation à l'autre, elle ne peut pas reposer sur un système de concurrence, de compétition, de classement, de sélection. Il y aura toujours, nous n'aurons pas des restes de hiérarchisation. Il y aura toujours des restes d'esprit de compétition et de concurrence. Mais ce qu'on peut espérer, c'est que ça ne soit pas la dominante de la société. Or, aujourd'hui, de par la place que le sport occupe dans notre imaginaire, il banalise cet esprit de compétition. Il en fait la règle, la norme. Alors, comment faire évoluer nos pratiques physiques, nos pratiques corporelles, pour qu'elles aillent dans un autre sens? Grand point d'interrogation. Nous en parlions au moment du colloque sur la pauvreté avec une spécialiste de la danse. Je disais, oui, bien sûr, nos pratiques actuelles, corporelles, favorisent ce que l'on dénonce. Cette hyper-individualisation. Comment faire pour échapper à ça? Eh bien là, moi j'aurais tendance à répondre créativité populaire. Et j'ajouterais que, allez, la gauche avait su en 1981 libérer de nouveaux territoires, les radios libres, les lois Auroux, la démocratie dans l'entreprise. Eh bien il faut aujourd'hui obtenir qu'elle libère de nouveaux territoires pour multiplier les expérimentations. Ça sera du bricolage, mais c'est très bien ainsi. On se plantera, mais tant pis, on se relèvera et on recommencera.
Mais il faut sortir des schémas dominants. Il faut faire une multitude de pas de côté, l'un après l'autre, mais jusqu'à l'extase, jusqu'à constituer une masse critique qui permette de commencer à fissurer cet édifice. Et dans mon bouquin sur le socialisme gourmand, j'ai notamment un long entretien avec des professeurs d'éducation physique qui cherchent, qui bricolent, qui inventent des façons de développer des activités qui ne valorisent pas des valeurs, des comportements qui leur semblent contraires à l'humanisation. Donc je dirais que nous avons, devant nous, plein de chantiers considérables, mais notamment dans le domaine des activités physiques. Et ça, c'est évident. Et tout le monde était d'accord pour dire que Coubertin était un facho, mais quand vous étiez dans l'obligation de vous opposer à ces gens de gauche, proches du PS ou du PC, et qui pour eux, le sport était l'activité principale pour la libération des êtres humains, c'était assez difficile. Donc je pense que vous devriez de temps en temps dans votre conférence prendre comme point de repère des gens qui dans les années 80, 70, 80, même 2000 dirigeaient le syndicat des profs de gym et imposaient une logique sportive dans toutes les activités de l'école. Je pense qu'effectivement, si maintenant on commence à y réfléchir un petit peu, cette mainmise du sport à l'école est encore particulièrement prégnante. Je vais en profiter pour ajouter un petit grain de sel. Je crois que la gauche, effectivement, s'est trompée sur la question du sport avec le stalinisme. C'est à ce moment-là que ça commence. Dire que le stalinisme, pour faire simple, introduit la notion de génération sacrifiée. C'est-à-dire la foi dans des lendemains qui chantent. Il faut accepter de se serrer un peu la ceinture, que ce soit difficile, pour que ce soit mieux demain. Mais chaque fois qu'on pose la question du sacrifice, il faut toujours qu'il y ait un appareil pour gérer ce sacrifice. Dans le domaine religieux, on promet le paradis céleste, et puis on dit le poids des églises. Dans le domaine politique, on promettait pour plus tard le paradis terrestre, et puis on avait le goulag. Je dirais que chaque fois qu'on a effectivement renoncé à commencer dès maintenant à construire, je dirais, une société autre, eh bien on s'est réfugié dans cette gestion du sacrifice et on s'est réfugié dans le stakhanovisme. C'est-à-dire que le stakhanovisme, dans le champ économique ou dans le champ sportif, ça a été en fait la réponse à cette grande question du sacrifice, qui est aussi la question du pouvoir. Je dirais, ce que le XXe siècle nous a appris, c'est que pour la gauche, la grande question, c'est pas tellement la conquête du pouvoir, c'est même pas de partager le pouvoir, c'est de s'en défaire. Et je dirais que la question du sport interfère aussi, Antonio en a parlé, avec la question de l'institution, donc la question du pouvoir. Donc la question du stakhanovisme est fondamentale, vous avez raison. Et quand on regarde aujourd'hui la façon dont on va travailler, mais je dirais au millimètre, le geste sportif, ce n'est finalement qu'une copie de la façon dont on travaille le geste professionnel. Mais on retrouve exactement les mêmes logiques qui sont à l'œuvre. Je dirais, quand l'ultra-ciel s'oppose à l'ultra-trail, ça peut effectivement fonctionner certains aspects, mais attention aux raccourcis, attention aux amalgames. J'aurais envie de répondre qu'il me semble que l'idéologie sportive utilise justement ces pratiques buissonnières que vous évoquez pour masquer la réalité de son fonctionnement. Je vais faire un parallèle. Le TGV, c'est aujourd'hui 2% des déplacements ferroviaires, mais c'est 99% de l'imaginaire ferroviaire. Eh bien, même si le sport professionnel ne représente que X%, une part faible, de l'ensemble des activités sportives, il représente 99% de cet imaginaire. C'est-à-dire qu'il donne effectivement l'impulsion, il donne, je dirais, le cadre idéologique, à travers effectivement ces notions d'élitisme, de sélection, de hiérarchisation. Je dirais que la pire des choses, ce serait qu'il y ait un débat
fondé sur, j'allais dire, sur des termes qui finalement ne sont pas satisfaisants. Moi, je pense que le terme de sport est aujourd'hui un mot poison, c'est-à-dire un mot qui nous empêche de penser. Comme le terme de travail, comme le terme de consommation. Je dirais, je consomme du pain, je consomme un voyage, je consomme du sexe. On peut tout consommer. Et quand on dit ça, on n'a pas rien dit. Donc ce qui est important, quand on parle du sport, c'est de montrer qu'effectivement, on ne parle pas du sport dans l'Antiquité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et que la pratique du sport telle qu'on la dénonce, c'est bien celle liée à cette idéologie qui est celle de la compétition et de la concurrence. Je dirais que quand on va faire une balade, moi j'adore la randonnée, mais je n'ai pas le sentiment de faire du sport. Je dirais que, ou alors, il faudrait que je dise que lorsque j'écris ou que je jardine, je travaille de la même façon que lorsque je suis salarié. Non, il s'agit d'activités différentes. La force du système, c'est de nous faire penser des choses différentes avec le même mot. Donc je suis convaincu qu'on serait assez d'accord, d'après ce que j'ai pu ressentir, pour dire que une multitude d'activités physiques qui existent aujourd'hui vont en faveur de l'épanouissement et qu'il faut effectivement les développer. Ce qui est regrettable, c'est qu'elles utilisent le même langage, le mot déjà, de sport, que l'idéologie que l'on combat. Je prends là encore un autre parallèle. J'ai été pendant assez longtemps au comité d'éducation à la santé et je me suis battu, mais j'ai perdu, mais je me suis battu pour que les campagnes d'intérêt général, du type prévention routière, ne passent pas en même temps que les publicités. En disant que ça relève de deux choses différentes. D'un côté, ce sont effectivement des techniques qui visent à manipuler les affects, et de l'autre côté, on peut espérer qu'on s'adresse à la rationalité. D'un côté, il y a l'intérêt privé, de l'autre côté, il y a l'intérêt général. Eh bien, on met dans le terme pub ce qui relève de l'intérêt général et ce qui relève de l'intérêt privé. Eh bien, aujourd'hui aussi, une des forces du système, c'est de nous avoir imposé le terme sport comme étant un terme générique. Et si le mouvement ouvrier, avec beaucoup d'insuffisance, avait éprouvé le besoin de parler de sport non compétitif, et je dirais que ça a été la grande caractéristique pendant à peu près 30-40 ans, c'est bien parce qu'on avait le sentiment que si on utilisait le terme de sport, on était perdu. Et d'avoir abandonné ce qualificatif de non compétitif nous a fait totalement sombrer. Donc je pense que vous êtes, en tant que, je dirais, amateur, professionnel peut-être, de ces pratiques buissonnières, les mieux placés pour inventer un autre vocabulaire qui vous démarque totalement de l'idéologie sportive. Mais en même temps, je ne pense pas qu'on puisse simplement opposer le sport professionnel et le sport amateur. C'est-à-dire, à quel endroit le gamin va-t-il finalement ancrer en lui le principe de classement, le principe de hiérarchisation? Ça, c'est l'école. C'est l'école, je suis d'accord, j'allais y venir, mais c'est aussi le sport. Avec une valorisation différente. Mais on pourrait là encore faire un parallèle. De la même façon que pour moi, nous sommes autant forçats de la consommation que forçats du travail. C'est-à-dire qu'il y a aussi de l'aliénation dans la surconsommation. Mais nous la vivons de façon, j'allais dire, beaucoup plus heureuse. C'est-à-dire que nous avons du plaisir à être des hyper-consommateurs, alors que globalement, à être des forçats du travail, on voit très bien que la centralité du travail est de plus en plus remise en cause. Eh bien, je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'école est un lieu qui reste douloureux pour beaucoup d'enfants. Et donc, le principe de classement, on pourrait d'ailleurs en débattre à l'école, ou d'hiérarchisation et de sélection, fonctionne peut-être moins facilement qu'il peut fonctionner grâce à l'idéologie sportive. Je crois que tous les échanges qu'on a pu avoir montrent qu'en posant la question du sport ou de la sportivation de la vie, on dit que finalement une révolution économique, sociale, politique ou même environnementale, écologique serait insuffisante sans une révolution anthropologique. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité de répondre à des désirs, des pulsions, des fantasmes qui sont structurants
dans la société. Sur la question de l'individu, je ne veux pas revenir sur le débat entre individu et personne, c'est toute la tradition du personnalisme. Je voudrais simplement citer Alvin Toffler. Alvin Toffler, c'est le plus grand futurologue américain, et Toffler nous dit: nous sommes à la veille d'une deuxième grande révolution, mutation dans l'histoire de l'humanité. La première révolution, ça a été le passage du paléolithique au néolithique, c'est-à-dire le développement de l'agriculture, la sédentarisation, on en sort. Et la deuxième révolution que nous annonce Alvin Toffler pour demain matin, c'est la disparition du sujet individuel, du moi, au sens freudien ou kantien. C'est-à-dire que là où nous avions une identité individuelle à peu près stabilisée, là où nous savions à peu près, je dirais, faire avec, nous aurions demain un moi à géométrie variable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui semble l'emporter, ce ne sont pas des individus avec une réalité psychologique et sociologique stable, mais au contraire, des individus de plus en plus fragiles. Et c'est une raison de plus, me semble-t-il, pour dire que toute notre réflexion doit reposer aujourd'hui sur la fabrique de l'humain. C'est-à-dire ce que nous devons mettre au cœur à la fois de nos rêves, de notre pensée, de notre pratique, c'est la fabrique de l'humain. Quel type d'humain fabrique-t-on? À travers quel type d'agencements sociaux? Quel type de liaison? Sur la richesse des expérimentations. Je dirais dans le domaine des activités physiques et éducatives, comme dans le domaine de l'alimentation, comme dans le domaine du mouvement coopératif, il y a effectivement énormément de choses. Mais qu'effectivement, soit le système les rend totalement invisibles, soit il les cannibalise. Il les cannibalise déjà en imposant son propre jargon, c'est-à-dire la propre façon de les dénommer, ce qui est fondamental. Et je dirais que c'était un peu l'objectif du numéro de la revue Les Indignés, de montrer à la fois cette critique nécessaire de l'idéologie sportive, mais tout autant, et je dis bien tout autant, la richesse des alternatives. La richesse, effectivement, des expérimentations. Parce que tant que nous comporons dans le seul versant négatif de la critique, de dire ce qui ne va pas, de dire ce qui ne nous plaît pas, on ne pourra, j'allais dire, au mieux que démotiver, démoraliser. Ce n'est qu'en occupant le versant positif, c'est-à-dire en construisant des alternatives, en sachant les reconnaître, parce que souvent elles existent déjà, que nous pouvons être capables, à ce moment-là, de leur donner un nom. Que nous pouvons être capables de construire, non pas un projet, parce que je ne crois pas à un projet totalisant, ni a priori, ni a posteriori, mais que nous pouvons avoir, j'allais dire, des alternatives qui soient polyphoniques, qui permettent effectivement de rouvrir au maximum le champ des possibles. Et la question du sport est aujourd'hui, je veux dire, un bon exemple, un bon analyseur pour comprendre la société. Et je voudrais donner un tout dernier exemple pour voir que c'est en partant de choses ordinaires qu'on peut comprendre des mutations très lourdes. Comment, par exemple, a-t-on mondialisé le djembé? Le djembé, au départ, c'est un véritable instrument de musique du peuple malinké qui permet de jouer des polyrythmies, de répondre à d'autres instruments. Malheureusement, pour pouvoir mondialiser le djembé, on en a fait simplement une sorte de tam-tam binaire, le boum-boum. Eh bien, cette suprématie du rythme sur la mélodie, c'est ce qui correspond effectivement à cette culture mondialisée. Eh bien, si nous voulons être capables, je dirais, de démondialiser, de relocaliser, peu importe le vocabulaire, ce n'est qu'en renouant avec une extrême richesse des cultures, qu'en renouant avec la diversité des cultures, et je dirais, y compris bien sûr, des cultures en matière d'activité physique, éducative et des loisirs physiques. C'est évident. Voilà, je vous remercie.